Un mois après le mariage de ma fille, le photographe m'a appelé et a chuchoté, « Monsieur, j'ai remarqué quelque chose de terrible sur les photos. Venez immédiatement, seul, et ne dites rien à votre fille. » Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous nous écoutez dans les commentaires. Le téléphone a sonné juste au moment où je m'asseyais avec mon café. Mardi matin, maison calme. Le rapport financier est allé sur mon bureau. Le genre de moment paisible que j'avais mérité après 40 ans à bâtir Reynolds Hardware. 3 magasins à travers Phoenix. De bonnes affaires, une bonne vie. J'ai failli ne pas répondre au numéro inconnu. Monsieur Reynolds. La voix de la femme tremblait. C'est Caroline Tornon. J'ai photographié le mariage de Jacqueline le mois dernier. Je dois vous voir immédiatement, seul. S'il vous plaît, ne le dites pas à votre fille. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas l'expliquer par téléphone, mais j'ai trouvé quelque chose sur les photographies. Quelque chose de très grave. L'air dans mon bureau a changé. Il est devenu plus rare, en quelque sorte. Quel genre de choses? Demain matin, 9 h, à mon studio en ville. S'il vous plaît, Monsieur Reynolds, venez seul. Avant que je puisse répondre, la voix de Wendy a explosé depuis la cuisine. Ben, je te l'ai déjà dit 3 fois. J'ai besoin de cette voiture. Ma Honda est embarrassante. Tu avais promis de lui demander aujourd'hui. Le rire de Benjamin a grondé depuis le salon, une émission de télévision hurlant en fond. J'y serai, ai-je dit au téléphone, entendant à peine ma propre voix. Caroline a expiré. Merci. Je suis tellement désolé, Monsieur Reynolds, vraiment. Elle a raccroché. Je suis resté immobile à mon bureau, le téléphone toujours collé à mon oreille, fixant la photo encadrée sur mon mur. Jacqueline dans sa robe de mariée, radieuse. Samuel à ses côtés dans son smoking. Il y a un mois, 65 000 $ que j'avais dépensés pour cette journée. Chaque centime en valait la peine pour voir ma fille aînée heureuse. Quelque chose de très grave sur les photographies. Papa. Wendy est apparue à ma porte, un téléphone dans une main, les clés de voiture dans l'autre. Tu m'as entendu? J'ai besoin d'argent pour une nouvelle voiture. La Honda a 7 ans, et c'est humiliant. J'ai regardé ma plus jeune fille, 31 ans, vivant chez moi depuis 4 ans maintenant, temporairement, avait-elle dit en emménageant après son divorce. Benjamin avait suivi 6 mois plus tard. Pas de loyer, pas de date de fin. On en parlera plus tard, chérie. Plus tard. J'ai besoin d'aller chez le concessionnaire cette semaine. Mélissa a une nouvelle Lexus et je ne peux pas continuer à me montrer dans cette épave. Je me suis retourné vers mon écran d'ordinateur. Les chiffres se sont brouillés. Papa, tu m'écoutes? Plus tard. Wendy. Elle a soufflé et a disparu. Ses pas ont martelé les escaliers. Une porte a claqué. J'ai pris mon café. Froid maintenant. Par la fenêtre de mon bureau, la matinée de Paradise Valley s'étendait, lumineuse et sans nuages. La chaleur de juillet commençait déjà à monter. Tout semblait normal. Mais quelque chose n'allait pas. La journée s'est écoulée lentement. J'ai essayé de me concentrer sur les rapports d'inventaire, les projections trimestrielles, les horaires de paie. Mon esprit revenait sans cesse à la voix tremblante de Caroline. Le mariage avait été parfait, n'est-ce pas? Jacqueline rayonnait. Samuel avait été attentionné. La cérémonie au jardin botanique, la réception dans ce complexe hôtelier haut de gamme, tout était élégant, de bon goût, cher. Qu'est-ce qui pouvait bien clocher avec les photographies? Vers midi, Benjamin est entré dans mon bureau sans frapper. Il ne frappait jamais. Il entrait comme si l'endroit lui appartenait. Salut, PA. Wendy dit que tu fais des manières pour la voiture. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur. J'ai dit qu'on en discuterait plus tard. Ouais, mais elle y tient vraiment. Peut-être que tu devrais juste lui donner l'argent, pour avoir la paix. Il s'est appuyé contre le cadre de ma porte, les bras croisés. 38 ans, pas de travail. Vivant de l'allocation de ma fille, ce qui signifiait vivre à mes crochets. Benjamin, je travaille. Bien sûr, bien sûr. Je disais juste ça. Femme heureuse, vie heureuse, non? Il a souri et est parti.
femme heureuse. Il n'avait jamais épousé Wendy. 4 ans ensemble, vivant dans ma maison, et il ne pouvait pas se donner la peine de l'officialiser. Mais il avait des opinions sur la façon dont je devais dépenser mon argent. Je me suis levé et je suis allé à ma fenêtre. En bas, ma piscine scintillait, inutilisée. La maison d'amis où Wendy et Benjamin séjournaient se trouvait à l'autre bout de la propriété. Entrée séparée, cuisine complète, 2 chambres. Je l'avais fait construire en pensant que des petits-enfants en visite pourraient l'utiliser un jour. Pas de petits-enfants, juste Wendy et Benjamin. L'après-midi a glissé vers le soir. J'ai réchauffé des restes de pâtes, j'ai mangé seul au comptoir de ma cuisine pendant que Benjamin occupait mon salon et que Wendy appelait quelqu'un en vidéo à l'étage, son rire perçant à travers le plafond. À 19h30, on a sonné à ma porte. Jacqueline se tenait sur mon perron, parfaite comme toujours. Blazer sur mesure, genre de créateur, ce sourire qu'elle avait hérité de sa mère. Mon aînée, ma réussite, directrice marketing, belle maison, enfin, un appartement pour le moment, mariée à Samuel Fischer, banquier d'affaires. Salut, papa. Elle m'a embrassé sur la joue et est passée devant moi pour entrer dans la maison. J'étais dans le quartier. J'ai pensé m'arrêter. De Paradise Valley à son appartement de Scottsdale, ce n'était pas le quartier, mais je ne l'ai pas mentionné. Elle s'est installée sur mon canapé, a croisé les jambes, a regardé le salon comme si elle l'évaluait. Comment vas-tu? Tu as l'air fatigué. Longue journée, les affaires. Elle a pris une photo encadrée sur ma table d'appoint. Elle et Wendy, enfant. L'a étudiée. L'a reposée, légèrement décentrée. Samuel et moi cherchons une maison. Nous avons trouvé un endroit incroyable à Scottsdale. 4 chambres, piscine, vue sur la montagne. Absolument parfait. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, j'ai attendu. Le problème, c'est qu'il faut agir vite. Le marché est compétitif en ce moment. Nous avons besoin d'aide pour la compte. Elle a souri chaleureusement. 40 000 $. Tu comprends, n'est-ce pas? Après tout ce que tu as dépensé pour le mariage, c'est juste pour compléter le tableau. Pour nous aider à commencer notre vie ensemble correctement. 40 000 $, dit comme si elle me demandait d'emprunter mon camion. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Ce sentiment de vide de tout à l'heure s'est amplifié. 40 000 $, ai-je répété. C'est un problème? Une légère pointe est apparue dans sa voix. Si légère que la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Papa, nous devons agir vite. Le marché est compétitif. Je pensais que tu voudrais nous aider à commencer notre vie ensemble correctement. J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée. Les vêtements de marque, les ongles manucurés, la chaleur étudiée qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Laisse-moi y réfléchir, chérie. Son sourire a vacillé une seconde. Réfléchir, papa. C'est important. Samuel et moi. Je dois d'abord examiner certaines choses. Elle s'est levée brusquement. D'accord, mais ne prends pas trop de temps. Nous ne pouvons pas perdre cette maison. Elle a attrapé son sac à main, m'a embrassé à nouveau sur la joue, plus froidement cette fois. Je t'aime, papa. Appelle-moi bientôt. J'ai regardé sa Mercedes s'éloigner, debout sur le seuil de ma porte. 40 000 $, annoncé comme si j'avais déjà accepté, comme si mon argent était son argent. Le rire de Benjamin a résonné depuis le salon, les meilleurs moments sportifs sur ma télévision, sa bouteille de bière laissant des traces de condensation sur ma table basse. Je suis rentré, mais quelque chose avait changé. La maison semblait différente. Ou peut-être que je la voyais clairement pour la première fois. Mon téléphone était sur la table du hall où je l'avais laissé. Le numéro de Caroline était toujours dans le journal d'appel. Demain matin, son studio. Quoi qu'elle ait trouvé sur ses photos de mariage, j'avais le sentiment que cela expliquerait cette sensation de vide qui se propageait dans ma poitrine. J'ai pris le téléphone et j'ai regardé le dernier texto de Jacqueline. Merci de comprendre pour la maison, papa. Je t'aime. Je n'avais rien accepté, mais elle l'avait supposé. Ils supposaient tous. Je suis parti de la maison avant que Wendy ne se réveille. Je ne voulais pas de questions. Je ne voulais pas que Benjamin me demande où j'allais avec ce regard qu'il avait.
Comme si tout ce que je faisais nécessitait son approbation dans ma propre maison. Le trajet jusqu'au centre-ville de Phoenix a duré 25 minutes. Trafic du mardi matin, I-51 Sud, puis les rues de la ville jusqu'au studio de Caroline. Un entrepôt reconverti dans le quartier des Arts. Son nom sur une plaque de laiton à côté de la porte. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon esprit rejouait sa voix au téléphone. Quelque chose de très grave. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, je suis resté assis dans le camion un instant. Quoi qu'il y ait à l'intérieur de ce studio, quoi que Caroline ait trouvé, cela expliquerait la demande désinvolte de Jacqueline de 40 000 $. Cela expliquerait le sentiment de vide que je portais depuis le mariage. Je le savais. Je ne voulais juste pas savoir comment. Le studio sentait le café et l'encre d'imprimante. Des photographies professionnelles tapissaient les murs. Mariage, famille, portrait d'entreprise. Caroline m'a accueilli à la porte, plus jeune que je ne m'en souvenais du jour du mariage. La quarantaine, peut-être. Main nerveuse, yeux désolés. Monsieur Reynolds, merci d'être venu. Elle a verrouillé la porte derrière moi. J'ai tout préparé dans la salle de montage. Je l'ai suivi à travers l'espace de la galerie jusqu'à une pièce plus petite dominée par un grand moniteur et du matériel informatique. Des portfolios de mariage empilés sur des étagères. La fenêtre donnait sur une ruelle. La lumière du matin filtrait à travers une vitre poussiéreuse. Puis-je vous offrir un café, de l'eau? Je vais bien. Je n'allais pas bien. S'il vous plaît, montrez-moi simplement. Elle a hoché la tête et s'est assise devant son ordinateur. Je suis resté debout derrière sa chaise. Monsieur Reynolds, j'ai failli ne pas vous appeler. J'ai hésité pendant des jours, mais si j'étais à votre place, je voudrais savoir. S'il vous plaît, comprenez que je n'ai pas cherché ça. Ma gorge s'est serrée. Montrez-moi. Ses doigts ont bougé sur le clavier. Le moniteur s'est rempli d'images du mariage de Jacqueline. La cérémonie. Ma fille marchant dans l'allée. Samuel attendant à l'hôtel. Les invités souriant. Tout était beau. Tout était parfait. Ce sont les clichés standards, a dit doucement Caroline. Ce que vous avez vu au mariage, ce que tout le monde a vu. Elle a cliqué sur le dossier suivant. 2 heures avant la cérémonie. J'étais au restaurant du lieu de réception en avance, pour tester les expositions, calibrer le matériel. Il y a une terrasse qui donne sur la cour. Un autre clic. Je prenais des photos à travers une fenêtre, en ajustant les paramètres de lumière. L'image est apparue. Mes mains ont agrippé le dossier de sa chaise. Samuel, mon gendre, dans son smoking, pas encore boutonné correctement, pressé contre une femme aux cheveux roux. Pas ma fille, l'embrassant, ses mains dans ses cheveux, ses bras autour de son cou. Pas une étreinte amicale. Pas un adieu à une vieille amie. Intime, possessif, familier. Combien de temps avant la cérémonie? Ma voix semblait lointaine. Vous êtes certaine de l'heure? 2 heures avant. Les métadonnées sont ici. Date, heure, coordonnées GPS. Elle a affiché un écran technique. Chiffres, horodatage, données de localisation. J'étais au restaurant du lieu de réception en avance pour tester les expositions à travers une fenêtre. J'ai capturé ça par accident, mais c'est réel. Et il y a plusieurs clichés. Elle a cliqué pour avancer. Angle différent. Même scène. Samuel et la femme aux cheveux roux enlacés. Sur une photo, la main de la femme était visible. Main gauche pressée contre la poitrine de Samuel. Une alliance. Un anneau en or. Un diamant. La femme. Je me suis penché plus près de l'écran. L'alliance. Savez-vous qui elle est? Caroline a secoué la tête. Je ne la reconnais pas sur la liste des invités. Je suis tellement désolé, monsieur Reynolds. Elle a affiché une autre image. Celle-ci montrait clairement le visage de Samuel. Aucune confusion dans son expression, pas de faux pas d'ivrogne, juste de la confiance, du contrôle. Un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. 2 heures avant d'épouser ma fille. Je me suis redressé lentement. Mes genoux semblaient faibles. La pièce a légèrement basculé puis s'est redressée. Pouvez-vous prouver l'heure? Absolument. Le prouver. Oui.
Caroline a ouvert une autre fenêtre, m'a montré des données techniques que je comprenais à peine, des empreintes numériques, des informations de fichiers, des coordonnées GPS correspondant à l'emplacement du restaurant, des eurodatages à la seconde près. C'est une preuve de niveau forensique, monsieur Reynolds. Ça tiendrait n'importe où. Elle a sorti une petite clé USB de son tiroir. Tout est là. Toutes les photos, toutes les métadonnées, la documentation technique. J'ai fait des copies. Elle me l'a tendu. Je ne sais pas ce que vous ferez de ces informations, mais je crois que vous devriez les avoir. J'ai pris la clé USB, j'ai fermé le point dessus. Ne vous excusez pas, ai-je dit. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le retour à Paradise Valley s'est passé dans un flou. Je serrais fort le volant, fixais la route, mais mon esprit était ailleurs. Samuel Fischer, banquier d'affaires, poli, éloquent, réussi, tout ce que j'avais voulu pour ma fille. Embrasser une autre femme 2 heures avant leur mariage. Une femme portant une alliance. Pas une erreur, pas des doutes de dernière minute, c'était calculé, délibéré. Pourquoi épouser Jacqueline, alors? La question tournait dans mes pensées comme un vautour. Pourquoi organiser un mariage à 65 000 $ avec une femme que vous trahissiez quelques heures avant la cérémonie? Pourquoi prononcer ces vœux? Pourquoi sourire sur ces photos? Quel était le but? Mon camion connaissait le chemin du retour sans que j'y pense. Les rues de Paradise Valley, mon quartier, mon allée. La clé USB était dans ma poche, lourde comme une pierre. Je me suis garé dans mon allée juste après 11 heures. La maison avait l'air la même que lorsque je l'avais quittée 2 heures plus tôt. Le même aménagement paysager désertique, la même lumière de sécurité qui devait être réparée, tout pareil. Mais je n'étais pas le même. J'ai ouvert la porte d'entrée. Benjamin était affalé dans mon fauteuil en cuir, une bière à la main, un jeu télévisé hurlant. Il n'a pas levé les yeux. Et, le vieux. Prends-moi une autre bière pendant que t'es debout. De l'étage, la voix de Wendy. Papa, c'est toi? Je dois te parler d'argent pour le spa ce week-end. Je suis resté dans ma propre entrée, la clé USB dans ma poche, et quelque chose en moi qui se pliait depuis des années a finalement cédé. Le mari de ma fille la trompant 2 heures avant le mariage. Mon autre fille vivant dans ma maison, exigeant de l'argent pour le spa. Mon quasi-gendre m'ordonnant de lui apporter une bière dans mon fauteuil dans ma maison. J'ai fermé la porte derrière moi avec un clic silencieux. Ils pensaient que j'étais le même homme qui était parti ce matin. Ils avaient tort. Le sommeil était impossible. Je suis resté assis dans mon bureau après minuit, la clé USB de Caroline sur le bureau à côté de mon ordinateur portable. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces photographies. Le visage de Samuel, confiant, pas coupable, pas confus, confiant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le tableur du budget du mariage. 65 000 $ que j'avais dépensés. Lieu, traiteur, photographe, fleurs, orchestre, tout ce qu'elle voulait, mais elle avait insisté sur une chose en particulier. Des cadeaux en espèces. Pas de liste de mariage, pas de grille-pain ou de service en porcelaine. Papa, nous partons de zéro. Nous avons besoin de flexibilité. L'argent liquide est plus pratique. J'avais pensé qu'elle était mature, pratique. Maintenant, je me demandais ce pourquoi j'avais réellement payé. J'ai attrapé un bloc-notes et j'ai commencé à écrire des chiffres, des dates, des détails qui semblaient soudainement faux. La liste des invités comptait 200 personnes, principalement mes associés, mes amis, des gens qui connaissaient Jacqueline depuis l'enfance, chaque enveloppe à la réception. Je me souvenais de la table des cadeaux qui débordait. Jacqueline avait engagé quelqu'un spécifiquement pour les collecter, les compter, les cataloguer. 45 000 $ en espèces et en chèques. Elle m'avait dit le total la semaine après le mariage, en riant de leur bonne fortune. Samuel et moi sommes si bénis, papa. Tout le monde a été si généreux. J'ai noté ce chiffre, je l'ai entouré. Puis je me suis souvenu d'autre chose. Mon partenaire commercial, Marcus Chen, avait remis un chèque directement à Samuel lors de la réception. Bienvenue dans la famille, mon fils. Commence ta vie comme il se doit. J'étais là. 15 000 $. Marcus était riche, généreux envers les gens qu'il respectait. Samuel avait empoché ce chèque et avait souri. Merci, monsieur. Nous n'oublierons pas cela.
60 000 $ au total d'un seul mariage pour un couple supposé démarrer dans la vie. Pourquoi épouser Jacqueline, alors? J'ai fixé cette question sur mon bloc-notes. Si Samuel avait une femme portant une alliance, pourquoi organiser une cérémonie à 65 000 $? Pourquoi sourire sur ses photos? Pourquoi prononcer ses vœux? Sauf si les vœux n'avaient pas d'importance. Sauf si l'argent en avait. Mon estomac s'est noué. La nuit s'est éternisée. J'ai fait du café vers 3 heures du matin, je suis resté à la fenêtre de ma cuisine, regardant les collines sombres du désert. Quelque part à Scottsdale, Jacqueline dormait à côté de l'homme qui l'avait trahi quelques heures avant leur mariage. Ou peut-être qu'elle savait. Peut-être qu'elle s'en fichait. Cette pensée était pire que la première. À 7 heures, j'ai pris une douche et je me suis habillé, tenue décontractée, pantalon kaki, polo. J'ai quitté la maison avant que Wendy ne se réveille. Je ne voulais pas de questions. Je ne voulais pas voir Benjamin affalé sur mon canapé. La banque ouvrait à 9 heures. Je me suis rendu à l'agence du centre-ville de Phoenix où je faisais mes affaires. Territoire professionnel, terrain sûr. La directrice, Patricia Williams, m'a accueilli dans son bureau. Nous travaillons ensemble depuis 15 ans. Monsieur Reynolds, qu'est-ce qui vous amène ce matin? Je voulais vérifier un chèque que j'ai fait. Un cadeau de mariage pour ma fille, 20 000 $. Je veux m'assurer qu'il a bien été encaissé. Patricia l'a affiché sur son ordinateur. Laissez-moi voir. Oui, le voici. Compte joint pour Samuel et Jacqueline Fischer. Le chèque a été encaissé sans problème. Compte joint, ai-je dit nonchalamment. Quand l'ont-ils ouvert? Patricia a fait défiler l'écran. On dirait qu'il y a 2 mois. Le 10 mai. 2 mois avant le mariage. Pas des années. Pas quand ils se sont fiancés. 2 mois. Ils ont dû être rapides pour l'organisation du mariage, ai-je dit, en gardant ma voix légère. Les jeunes de nos jours. Patricia a souri. Tout va vite. Je l'ai remercié et je suis parti. Dans mon camion, je suis resté assis avec le moteur en marche. Le 10 mai. Ils avaient ouvert un compte joint spécifiquement pour recevoir l'argent du mariage. Ils l'avaient planifié, coordonné. Ce n'était pas de la romance. C'était de la logistique. J'ai conduit jusqu'à la maison dans le trafic de fin de matinée, l'esprit en ébullition. La maison semblait calme quand je suis entré dans le garage. La voiture de Benjamin était là. Une vieille Camry qu'il refusait d'entretenir. Toujours à demander de l'argent pour la réparer. Je suis entré par la porte du garage menant à la cuisine. J'avais l'intention d'aller directement à mon bureau. Puis j'ai entendu la voix de Wendy de l'étage. Ouais, papa a l'air suspect ces derniers temps. Sa voix portait depuis le palier du 2e étage. Conversation téléphonique. Volume trop fort. La façon dont elle parlait toujours. Je ne sais pas différent, en quelque sorte. Mais ne t'inquiète pas, sœurette. Ben et moi pouvons tenir encore 6 mois facilement. D'ici là, il cédera et nous achètera ce condo juste pour se débarrasser de nous. Je me suis figé dans le couloir. La voix de Jacqueline est sortie du haut-parleur du téléphone. Wendy l'avait mis à plein volume, en riant. Parfait. J'ai encore 2 mois à jouer à la femme heureuse. Ensuite, je demande le divorce. La moitié de ces cadeaux m'appartient légalement en Arizona. Samuel a déjà accepté un partage à 60/40. Les 45 000 $ les plus faciles que j'ai jamais gagnés. Ma main a trouvé le mur, pour me stabiliser. Wendy a ri. Et la petite amie de Sam ne sait même pas pour le plan. C'est parfait. Papa est tellement occupé à être fier de ton mariage. Il ne voit rien. Garde-le distrait, a dit Jacqueline. Fais-lui croire que tu as besoin de quelque chose de gros. De cette façon, quand je demanderai la compte pour la maison, ça ne semblera pas excessif en comparaison. Je m'en occupe déjà. Je lui ai demandé une nouvelle voiture hier. Il avait l'air agacé. Mais il finira par céder. Il le fait toujours. Je me suis reculé. Silencieux, prudent. Chaque pas mesuré jusqu'à ce que j'atteigne mon bureau. J'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle. Mes mains tremblaient. 2 filles, toutes 2 menteuses, toutes 2 m'utilisant.
L'une planifiant un divorce pour voler l'argent du mariage. L'autre squattant ma maison. Faisant passer le temps jusqu'à ce que je les achète. Jouer à la femme heureuse. Les 45 000 $ les plus faciles que j'ai jamais gagnés. J'avais failli laisser faire. Failli signer à Jacqueline ce chèque de 40 000 $ pour l'acompte de sa maison. Failli. Je me suis assis devant mon ordinateur, j'ai tapé « Avocat immobilier Phoenix Arizona ». Le nom de Robert Mackenzie est apparu en 3e position dans les résultats de recherche. 25 ans d'expérience, droit immobilier, fiducie familiale, protection des actifs. Son cabinet avait un créneau disponible demain matin à 9 h. J'ai pris rendez-vous. Puis je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé ma porte de bureau fermée. Derrière elle, Wendy était probablement encore au téléphone. Benjamin était probablement encore planté sur mon canapé. Tous deux confortables, tous deux confiants. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Moi non plus. Pas exactement. Mais demain, je commencerai à le découvrir. Demain, je deviendrai autre chose qu'un portefeuille avec un battement de cœur. Le bureau de Mackenzie était dans un immeuble de verre en centre-ville, au 23e étage. Je suis arrivé 10 minutes en avance et je les ai passés dans le parking à organiser mon dossier une dernière fois. Le tableur du mariage. La clé USB de Caroline. Mes notes de la nuit dernière. 3 pages de chronologie, de citations, de montants en dollars, de preuves. La montée en ascenseur m'a semblé plus longue qu'elle ne l'était. J'avais pris des décisions commerciales pendant 40 ans, négocié des contrats avec des fournisseurs, géré des conflits d'employés, surmonter des ralentissements économiques. Ça ne devrait pas être différent, mais ça l'était. C'était ma famille, mes filles. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Non, pas ma famille. Plus maintenant. Elles avaient fait ce choix quand elles m'avaient transformé en une transaction. La réception était professionnelle. Bureau en verre, fauteuil en cuir, art abstrait que je ne comprenais pas mais que je reconnaissais comme cher. Une femme a levé les yeux de son ordinateur. Monsieur Reynolds, Monsieur Mackenzie est prêt à vous recevoir. Son bureau avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur Phoenix, un bureau en acajou, des livres de droit tapissant un mur, des diplômes et des certificats du barreau encadrés. Robert Mackenzie s'est levé à mon entrée, la cinquantaine, les tempes grisonnantes, une poignée de main ferme. Monsieur Reynolds, veuillez vous asseoir. Puis-je vous offrir un café? Oui, noir. Il a versé d'une carafe sur la crédence, m'a tendu une tasse en céramique, s'est installé derrière son bureau. J'ai examiné votre formulaire d'admission. Vous avez mentionné des problèmes immobiliers et des affaires familiales. Dites-moi ce qui se passe. Commencez où cela vous semble le plus logique. J'ai posé mon dossier en manille sur son bureau. L'ai ouvert méthodiquement. Il y a un mois, j'ai payé pour le mariage de ma fille, 65 000 $. Il y a 3 jours, le photographe m'a montré des photos de mon gendre avec une autre femme 2 heures avant la cérémonie. Hier, j'ai découvert que le mariage de ma fille était une arnaque pour collecter des cadeaux en espèces et les partager. Le stylo de Mackenzie s'est arrêté au-dessus de son bloc-notes. Quand vous dites planifier, vous avez des preuves que votre fille et son mari avaient l'intention de divorcer dès le début? J'ai surpris une conversation téléphonique de ma plus jeune fille avec sa sœur. Citation, encore 2 mois et je demande le divorce. La moitié des cadeaux est légalement à moi. Samuel a déjà accepté un partage à 60/40. Ce sont les mots exacts de ma fille. J'ai fait glisser la clé USB sur son bureau. Les photos de l'affaire sont ici. Métadonnées incluses. Horodatage, coordonnées GPS, tout. Mackenzie a inséré la clé dans son ordinateur, a cliqué sur les fichiers. Son expression n'a pas changé, mais sa mâchoire s'est légèrement crispée. Et votre plus jeune fille, Wendy? Elle vit dans ma maison depuis 4 ans, avec son petit ami. Pas de loyer, pas de bail, des demandes d'argent constantes. J'ai sorti mes notes manuscrites. L'appel téléphonique d'hier, elle a dit à Jacqueline qu'il tiendrait encore 6 mois jusqu'à ce que je leur achète un condo. Mackenzie a pris des notes, a entouré des détails spécifiques, a souligné, 4 ans, et, pas de bail. Monsieur Reynolds, en Arizona, la loi sur la propriété est très claire. Votre maison est votre propriété. S'il n'y a pas de contrat de location écrit, et vous avez indiqué qu'il n'y en a pas,
vous avez le droit d'entamer une procédure d'expulsion. Le délai standard est de 30 jours après un avis écrit. Et ma plus jeune fille, son petit ami, ils y vivent depuis 4 ans sans payer de loyer. Peuvent-ils contester cela? Pas avec succès. Sans bail, ils sont essentiellement des invités qui ont abusé de leur séjour. La loi de l'Arizona protège les propriétaires. L'avis de 30 jours est une courtoisie, pas une négociation. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Une courtoisie, pas une négociation. Mackenzie a sorti un livre épais de son étagère. Le code de la propriété de l'Arizona, ouvert à une section marquée, l'a tourné pour que je puisse lire. Je me suis penché en avant, j'ai parcouru le texte juridique, exigences de location résidentielle, délai de préavis, procédure d'expulsion. C'est simple, a dit Mackenzie. Nous rédigeons un avis formel. Vous le remettez en main propre ou par courrier recommandé. Ils ont 30 jours pour quitter les lieux. S'ils refusent, nous déposons une requête auprès du tribunal pour leur expulsion. Étant donné l'absence de tout contrat de location, les juges statuent rapidement sur ces cas. Et pour le reste? J'ai levé les yeux du livre. Mes actifs, mon entreprise. Je ne veux pas qu'ils obtiennent quoi que ce soit quand je ne serai plus là. Ils ont clairement montré que je ne suis qu'une ressource pour eux. Mackenzie a fermé le code de la propriété. C'est là qu'une fiducie irrévocable devient précieuse. Nous transférons vos actifs, maison, participation commerciale, épargne, dans une fiducie gérée par un fiduciaire professionnel. Vous gardez le contrôle de votre vivant, mais après votre décès, la distribution suit vos instructions. C'est beaucoup plus difficile à contester qu'un simple testament. Plus difficile à contester, ai-je répété. Presque impossible si elle est correctement structurée. Un testament peut être contesté. Les gens invoquent une influence indue, une incompétence mentale, toutes sortes d'arguments. Une fiducie irrévocable correctement exécutée, établie alors que vous êtes clairement compétent et agissez librement, c'est une norme juridique entièrement différente. Je me suis adossé. Quand pouvons-nous commencer? Mackenzie a souri légèrement. La première vraie émotion qu'il ait montrée. Aujourd'hui. J'aurai besoin que vous signiez un accord d'engagement. Mes honoraires pour ce travail, les avis d'expulsion, la révision du testament et la création complète de la fiducie seront de $8 500. Le travail sur la fiducie seul coûte généralement $6 000. Mais étant donné la nature connectée de votre situation, je peux offrir un tarif forfaitaire, $8 500. J'avais dépensé $65 000 pour un faux mariage, $45 000 supplémentaires collectés par ma fille et son mari complice. Des dizaines de milliers de plus sur 4 ans pour soutenir Wendy et Benjamin. C'est acceptable. Mackenzie a sorti des documents de son tiroir. Contrat d'engagement, structure des honoraires, calendrier, estimation. Nous aurons les avis d'expulsion rédigés d'ici vendredi matin. Vous les remettrez ce week-end. Je recommande de le faire en personne, pour qu'il n'y ait aucun doute sur la réception. Après la remise, le compte à rebours de 30 jours commence. Ils doivent quitter les lieux à cette date ou faire face à une expulsion légale. Et la fiducie? 2 à 3 semaines pour un transfert complet des actifs. Je travaillerai directement avec vos institutions financières. Nous aurons besoin des relevés actuels de tous les comptes, des titres de propriété, des documents de propriété de l'entreprise. Mon assistante juridique coordonnera les détails avec vous. Il a fait glisser le contrat sur son bureau. Je l'ai lu attentivement. Des années d'affaires m'avaient appris cela. Étendue du travail, barème des honoraires, calendrier, tout ce que Mackenzie avait promis, formalisé en langage juridique. J'ai signé d'une main ferme. Mackenzie a contresigné, l'a daté, m'a remis des copies. Monsieur Reynolds, je dois mentionner que cela détruira probablement votre relation avec vos filles de façon permanente. Une fois que vous aurez remis ces avis d'expulsion, une fois qu'elles découvriront la structure de la fiducie, il n'y aura pas de retour en arrière. Je sais. Vous êtes préparé à cela. J'ai pensé au rire de Wendy au téléphone. À la cruauté des involtes de Jacqueline jouant à la femme heureuse. Les $45 000 les plus faciles que j'ai jamais gagnés. Elles ont détruit la relation elle-même. Je ne fais que reconnaître la réalité. Mackenzie a hoché la tête. Alors nous sommes clairs. Je vous appellerai vendredi matin quand les documents seront prêts.
Nous nous sommes serrés la main à nouveau. Plus longtemps cette fois. Quelque chose est passé entre nous. Respect professionnel, peut-être. Compréhension. J'ai quitté son bureau avec des copies du contrat, un aperçu du calendrier, un résumé de la structure de la fiducie, des documents juridiques qui signifiaient une chose simple, je reprenais ma vie en main. L'ascenseur pour descendre était plus rapide que pour monter. La gravité travaillait en ma faveur. Dans le parking, je me suis assis dans mon camion avec les copies du contrat sur le siège passager. Procédure d'expulsion, résumé de la modification du testament, aperçu de la structure de la fiducie. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jacqueline. Papa, as-tu réfléchi à la compte? On a vraiment besoin d'une réponse. La maison n'attendra pas éternellement. J'ai regardé le message un long moment. 40 000 $ pour une maison dans laquelle elle vivrait 2 mois avant de demander le divorce. J'ai supprimé le texto sans répondre. Puis j'ai démarré le camion et je suis rentré chez moi. Wendy et Benjamin seraient là, confortables et confiants, s'attendant à ce que rien ne change. Il leur restait 30 jours pour profiter de cette confiance. J'avais 30 jours pour me préparer à la guerre. Les enveloppes sont arrivées vendredi matin. Adresse de retour de Mackenzie, papier épais, sceaux officiels. Je les ai posées sur mon bureau et je les ai regardées pendant la majeure partie de la journée. Le soir, j'étais prêt. Je pouvais entendre Wendy et Benjamin dans le salon. La voix de Benjamin portait, excité, animé, un autre plan, une autre demande. J'ai pris les enveloppes et j'ai marché dans le couloir. Ils étaient sur le canapé, à l'aise. Benjamin gesticulait, Wendy hochait la tête. Ma télévision, mon canapé, mon salon. Et les brasseries artisanales sont en plein essor en ce moment, disait Benjamin. Le marché de Phoenix est parfait. Il nous faudrait environ 30 000 $ pour commencer. Ton père verrait un retour sur investissement en 1 an. Facile. Wendy a ri. Il le fera. Il le fait toujours. Présente-lui ça comme une aide à la famille et il signera le chèque. Je suis entré dans la pièce. Ils ont levé les yeux, souriant, ne s'attendant à rien. J'ai posé les enveloppes sur la table basse entre eux. Qu'est-ce que c'est? Wendy a pris la sienne, perplexe. Papa, on parlait de l'idée de brasserie de Ben. Avis d'expulsion officielle. Vous avez 30 jours pour trouver un autre logement. Les mots sont tombés comme des pierres dans l'eau calme, des ondulations de silence se propageant vers l'extérieur. Wendy a déchiré son enveloppe, allule en tête. Son visage a perdu toute couleur. Benjamin a attrapé la sienne, l'a parcourue. Tu as perdu la tête, le vieux? C'est notre maison. C'est ma maison. Vous ne pouvez pas nous mettre dehors comme si nous étions des étrangers. Benjamin s'est levé, s'est avancé vers moi, les poings serrés, le visage empourpré. Nous sommes une famille. Les larmes de Wendy ont commencé, pile à l'heure. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta fille. Comment peux-tu nous mettre à la porte? Je l'ai regardé calmement. Vous n'avez pas payé de loyer depuis 4 ans. Vous ne me respectez pas. Vous me voyez comme un portefeuille. Il est temps de grandir. C'est insensé. Benjamin s'est rapproché, envahissant mon espace. Vieille tactique d'intimidation. Tout le monde saura quel genre de père tu es. Mettre ta propre enfant à la porte. La vie est légale. 30 jours. Je vous suggère de commencer à faire vos bagages. Wendy a attrapé mon bras. Papa, s'il te plaît. On peut arranger ça. On paiera un loyer. On va. J'ai retiré sa main, doucement mais fermement, je me suis tourné vers le couloir. Tu le regretteras. La voix de Benjamin m'a suivi. Tu le regretteras. Je suis allé à mon bureau, j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée avec un clic audible. Derrière moi, le chaos a éclaté. Les lamentations de Wendy, les cris de Benjamin, des meubles qui raclent. Je me suis assis à mon bureau et j'ai écouté. Leur panique était de la musique. 10 minutes ont passé. Les cris se sont calmés pour devenir des chuchotements intenses. Puis la voix de Wendy à nouveau. Plus aiguë. Appel téléphonique. J'ai collé mon oreille à la porte. Il nous a donné des papiers d'expulsion. 30 jours. Pause.
Jacqueline qui répond. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était froid, comme si nous étions des étrangers. Pause plus longue. Nous devons faire quelque chose. La voix de Jacqueline est passée par le haut-parleur du téléphone. Calme, stratégique. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était clair. En mode planification. D'accord. Oui, demain. Amen Samuel. On va trouver une solution. Encore des murmures. Puis la voix de Benjamin, plus basse mais venimeuse. Il va le regretter. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mackenzie avait envoyé des documents cet après-midi. Documents de création de la fiducie, stratégie de protection des actifs. Il pensait que c'était à propos de la maison. Il n'avait aucune idée que je protégeais tout. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jacqueline. Papa, Wendy m'a appelé. Nous devons parler. Je passe demain avec Samuel. Ça a été trop loin. Je l'ai lu 2 fois. Ils se regroupaient, se coordonnaient, sur le point de lancer leur contre-attaque. Laissez-les venir. J'ai sorti un calendrier et j'ai marqué la date. Jour 1 sur 30. Le compte à rebours avait commencé. Dans le salon, Wendy pleurait encore. Benjamin faisait les 100 pas. Je pouvais entendre ses pas. D'avant en arrière. D'avant en arrière. Ils avaient vécu ici pendant 4 ans sans contribuer un seul dollar. 4 ans à traiter ma maison comme un hôtel. 4 ans de demande, de manque de respect et de supposition. 30 jours restants pour profiter de ce privilège. J'ai regardé à nouveau les documents de la fiducie de Mackenzie. 2 à 3 semaines avant la finalisation. Le timing serait serré, mais ça marcherait. Au moment où il réaliserait toute l'étendue de ce que j'avais fait, il serait trop tard pour l'arrêter. Un autre texto de Jacqueline. On va arranger ça. Ne t'inquiète pas, elle n'envoyait pas ce texto à moi. Elle l'envoyait à Wendy. Mais Wendy a dû lui montrer mon numéro aussi, car un 3e message est arrivé. Papa, je sais que tu es contrarié par quelque chose. Parlons comme des adultes demain. Parlez comme des adultes. La femme qui prévoyait de divorcer de son mari dans 2 mois pour voler les cadeaux de mariage voulait parler comme des adultes. J'ai éteint mon téléphone. Demain, ils viendraient avec leur spectacle. Fille concernée, gendre diplomate, arguments raisonnés, manipulation émotionnelle. J'avais déjà vu le documentaire. Je savais comment ça se terminait. Derrière la porte de mon bureau, la maison est finalement devenue silencieuse. Wendy et Benjamin étaient probablement montés pour élaborer une stratégie, ou pleurer, ou boire. Je m'en fichais. J'ai ouvert un carnet et j'ai commencé à écrire, documentant la soirée. Leurs réactions, leurs menaces, l'agressivité de Benjamin, les larmes de Wendy, tout ce dont Mackenzie pourrait avoir besoin si cela finissait au tribunal. Le stylo se déplaçait régulièrement sur la page. Factuel, détaillé, impassible. Quelque part durant la 4e année de leur résidence, j'avais cessé d'être un père pour devenir un distributeur automatique. Maintenant, je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais un propriétaire exerçant ses droits légaux, et il me restait 29 jours pour me préparer à tout ce qui allait suivre. Samedi matin, je suis descendu pour trouver Wendy en peignoir, affalée sur le canapé. Papa. Sa voix était faible, théâtrale. Je ne peux pas me lever. Mon cœur bat la chamade. Le stress de cette expulsion. Je pense que tu devrais appeler un médecin. Benjamin planait à proximité, les bras croisés, posture protectrice, tous deux observant ma réaction. Je suis passé devant eux pour aller à la cuisine. Il y a des médicaments contre le rhume dans l'armoire, ai-je dit sans m'arrêter. Derrière moi, silence. Puis l'expiration frustrée de Wendy. J'ai versé du café et l'ai emporté à mon bureau. J'ai fermé la porte. Dimanche après-midi, Benjamin m'a trouvé dans le garage, a bloqué la porte avec son corps. Tu sais ce que les gens vont dire, hein? Ton agressif. Visage trop près du mien. Que tu as mis ta propre fille à la porte. Ta fille enceinte. Wendy n'était pas enceinte. Juste un autre mensonge. Tes partenaires commerciaux, tes amis de l'église, ils sauront tous quel genre d'homme tu es vraiment. J'ai vérifié ma montre. L'expulsion est légale.
Il vous reste 26 jours. Maintenant, bouge. Il n'a pas bougé. Nous sommes restés là pendant 10 secondes. 20, sa mâchoire travaillait, les poings serrés. Finalement, il s'est écarté. Je suis monté dans mon camion et j'ai conduit jusqu'à la quincaillerie. Je suis resté là pendant 3 heures, à vérifier l'inventaire, à parler au directeur, à être n'importe où sauf à la maison. Quand je suis rentré ce soir-là, une enveloppe était posée sur mon comptoir de cuisine. En tête manuscrit, proposition. Je l'ai ouverte. L'écriture de Benjamin, liste détaillée. Opportunité d'investissement, partenariat pour une brasserie artisanale. Capital initial requis, 50 000 $. Conditions, Wendy et Benjamin restent résidents. Paie un loyer nominal de 500 $ par mois. Rembourse l'investissement en 5 ans. 50 000 $, contre les 30 qu'il avait mentionnés vendredi soir. Le désespoir gonflait les chiffres. J'ai tout lu. 2 pages. Projection financière sortie de nulle part. Promesse de rendement. Garantie d'harmonie familiale. En bas, cela résout tout. Nous restons, vous profitez. La famille reste unie. Je l'ai plié, je suis allé dans le salon où ils attendaient, et je la leur ai rendue. Non. Le visage de Wendy s'est décomposé. Papa, on essaie de faire un compromis. Non, ai-je répété et je suis retourné à mon bureau avec mon dîner. À travers le mur, j'ai entendu leurs chuchotements frustrés, leurs accusations, leur incrédulité, le bruit de la vaisselle qui claque. Lundi et mardi se sont passés de la même manière. Wendy alternait entre larmes et silence. Benjamin oscillait entre menaces et marchandage. J'ai maintenu ma routine. Travail, maison, bureau, repas seul. Leur présence est devenue un bruit de fond. Mercredi soir, Jacqueline est arrivée. Elle avait appelé cet après-midi. Papa, on vient dîner. Samuel et moi. Il faut qu'on parle en famille. Pas une demande, une annonce. Ils sont arrivés à 18 h. Jacqueline portait des sacs de course. On cuisine ce soir. Tu travailles trop dur. Samuel a souri. Poignée de main ferme. Horus. J'espère que ça ne te dérange pas qu'on débarque comme ça. Jacqueline était inquiète. La famille devrait se soutenir dans les moments difficiles. Ils ont pris possession de ma cuisine. Jacqueline coupait des légumes. Samuel mettait la table. Wendy est sortie de l'étage. Maquillage parfait. Aucun signe de sa maladie. Benjamin est apparu, fraîchement douché, jouant l'adulte raisonnable. Une intervention soigneusement mise en scène. Nous nous sommes assis pour le repas qu'ils avaient préparé. Poulet, riz, salade. Belle présentation. Jacqueline a versé du vin. Samuel a fait la conversation sur son travail de vendeur de voitures. Tout le monde jouait la normalité. Puis Jacqueline a changé de vitesse. Papa, cette maison doit être beaucoup à gérer seule. Toutes ces pièces, le jardinage, l'entretien. As-tu pensé à quelque chose de plus petit? Un joli condo? J'ai coupé mon poulet. Mâché lentement. Samuel a repris le fil. Le marché immobilier est fort en ce moment. Les maisons à Paradis Valley se vendent vite. Tu pourrais en tirer le meilleur prix. Aider à mettre tout le monde à l'aise. Voilà. Jacqueline a touché le cadre photo sur la table d'appoint. L'a ajusté. Geste territorial. On t'aiderait à déménager, bien sûr. Et les bénéfices que tu obtiendrais, ce serait bien de les partager avec la famille. Aider Wendy et Ben à démarrer. Aider Samuel et moi avec notre acompte pour la maison. Tout le monde y gagne. La maison. Il voulait l'argent de la vente de la maison, pas un héritage un jour. Maintenant. La réalisation s'est faite avec une clarté parfaite. Papa, je dis juste que tu vieillis. Ne serait-ce pas plus facile d'avoir quelque chose de gérable? Moins de responsabilité. J'ai posé ma fourchette, je les ai regardés chacun leur tour. Jacqueline, Samuel, Wendy, Benjamin. 4 visages, 4 masques différents, un seul objectif. Je ne vends pas ma maison. Jacqueline a ri légèrement. Une pointe de nervosité en dessous. Papa, personne ne te met la pression.
On s'inquiète juste. Je me suis levé. Merci pour votre inquiétude. Je vais bien. Bonne nuit. Le bruit de ma chaise qui racle, la marche jusqu'à mon bureau, la porte qui se ferme. Derrière moi, un silence choqué, puis des chuchotements urgents. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro de portable de Mackenzie. J'ai besoin de vous voir ce soir. C'est urgent. Je serai au bureau dans 30 minutes. J'ai attendu d'entendre leur voiture partir. La Mercedes de Jacqueline, puis la Camry de Benjamin qui suivait, se coordonnant, planifiant leur prochain mouvement. J'ai pris mes clés et j'ai conduit jusqu'au centre-ville. Le bureau de Mackenzie était éclairé. La fenêtre du 23e étage brillait. Il m'a rejoint dans le hall. Il coordonne une stratégie pour acquérir mes actifs, ai-je dit pendant que nous montions dans l'ascenseur. L'expulsion a déclenché quelque chose. Maintenant, ils veulent que je vende la maison, que je partage les bénéfices. Le dîner de ce soir était une reconnaissance. Dans son bureau, Mackenzie a sorti de nouveaux documents. Alors nous accélérons la création de la fiducie. Tout, maison, entreprise, épargne, est transféré à une gestion professionnelle. Vous gardez le plein contrôle de votre vivant. Mais après votre décès, la distribution suit vos instructions exactes. Ils ne peuvent pas la contester. Ils ne peuvent pas la manipuler. À quelle vitesse pouvons-nous agir? Je commencerai la paperasse demain. Nous changerons également immédiatement les bénéficiaires de vos comptes bancaires. Retirons complètement vos filles. 5 000 $ pour la création de la fiducie, mais ça vaut chaque centime. Faites-le. Il a affiché des formulaires sur son ordinateur. Autorisation de changement de bénéficiaire. Aperçu de la structure de la fiducie. J'ai tout signé. Signatures électroniques, attestées légalement. 40 minutes plus tard, je suis parti avec des copies de tout. Le trajet de retour m'a semblé différent, plus léger en quelque sorte. Je suis arrivé vers minuit. La maison était sombre, sauf la lampe du salon. À l'intérieur, Wendy et Benjamin étaient allés se coucher. Des verres de vin vides sur ma table basse. Ils avaient probablement passé la soirée à comploter avec Jacqueline en haut-parleur. Laissez-les comploter. J'avais des copies des documents de la fiducie dans ma mallette. Mackenzie commencerait les transferts d'actifs demain. D'ici 3 semaines, tout ce que j'avais construit serait protégé. Mon téléphone affichait 3 appels manqués. Jacqueline, pas de message. Elle savait que quelque chose avait changé ce soir. Peut-être sentait-elle que la conversation du dîner en avait trop révélé. J'ai pensé à leur performance. Le numéro de diplomate de Samuel. La suggestion de Jacqueline de vendre la maison. Tout le monde y gagne. Tout le monde sauf moi. Ils avaient mal calculé. Ils pensaient que j'étais un vieil homme faible qu'ils pouvaient manipuler pour qu'il renonce au travail de sa vie. J'en avais fini d'être faible. 26 jours avant que Wendy et Benjamin ne partent. 3 semaines avant que la fiducie ne soit finalisée. Ils avaient ce temps pour profiter du sentiment d'avoir encore un levier. J'avais ce temps pour m'assurer qu'ils ne me manipuleraient plus jamais. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais signifié l'avis d'expulsion. 15 jours restaient. J'ai mis la table de la salle à manger moi-même ce soir-là. 5 couverts. La bonne porcelaine que je n'avais pas utilisée depuis que mes filles étaient enfants. Serviette en tissu, verre à eau. À ma place, j'ai posé un dossier en manille face cachée. Le dossier contenait 8 photographies imprimées. Samuel et une femme aux cheveux roux, horodatée, géolocalisée. 2 heures avant son mariage avec ma fille. J'avais invité tout le monde, mes 2 filles, mes 2 quasi-gendres. Un dîner de famille, avais-je dit. Ils sont arrivés séparément, Jacqueline et Samuel les premiers, 15 minutes en avance. Je les ai entendus dans le salon, une conversation chuchotée avec Wendy et Benjamin, se coordonnant, planifiant leur approche. Je les ai appelés à table. La tension était immédiate. Ils se sont assis, ont échangé des regards, ont attendu. J'ai servi du poulet rôti et des légumes. Un repas simple, rien d'élaboré. Il ne s'agissait pas d'hospitalité. Nous avons mangé dans un silence quasi total pendant 10 minutes. Fourchette raclant les assiettes, verre à eau levée, le son d'une normalité forcée. Puis Jacqueline a commencé. Papa,
on a tous discuté. La situation avec Wendy, c'est stressant pour tout le monde. Peut-être qu'il est temps de penser à simplifier les choses, la maison, l'entreprise. C'est beaucoup pour une seule personne. Samuel a hoché la tête, en soutien. Horus, personne ne dit que tu ne peux pas gérer. On veut juste aider. Vendre au bon moment sur ce marché. On pourrait t'aider à tout organiser. Rendre les choses faciles. Wendy s'est penchée en avant, voix douce. Papa, on s'inquiète pour toi. Tout seul ici. Un joli condo ne serait-il pas mieux? Moins d'entretien, moins de stress. J'ai posé ma fourchette, j'ai attrapé le dossier en manille. Avant de continuer, il y a quelque chose que vous devriez voir. Jacqueline l'a pris. Méfiante. Qu'est-ce que c'est? J'ai bu une gorgée d'eau. Des photographies de votre mariage. Particulièrement intéressantes sont les photos de Samuel avec une femme aux cheveux roux 2 heures avant la cérémonie sur la terrasse du restaurant. Le visage de Samuel s'est vidé. Ce n'est pas. Jacqueline a ouvert le dossier. J'ai regardé ses yeux parcourir la première image, puis la deuxième. Son expression s'est durcie comme de la pierre. Où as-tu eu ça? J'ai ignoré la question. J'ai aussi surpris une conversation téléphonique entre toi et Wendy. Laisse-moi citer. Encore 2 mois et je demande le divorce. La moitié des cadeaux est légalement à moi. Samuel a déjà accepté un partage à 60/40. Ce sont tes mots exacts, Jacqueline. La main de Wendy a volé à sa bouche. Benjamin s'est à moitié levé. Tu nous as espionnés. Tu n'avais pas le droit. J'ai levé une main, paume vers l'extérieur. Arrête. Benjamin s'est assis. J'ai créé une fiducie irrévocable. Ma maison, mon entreprise, mes économies, tout est maintenant protégé. Après ma mort, vous recevrez le minimum requis par la loi de l'Arizona, pas un centime de plus. La voix de Jacqueline s'est élevée. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise lentement, j'ai plié ma serviette à côté de mon assiette. Wendy et Benjamin ont 15 jours pour trouver un nouveau logement. Cette conversation est terminée. Papa, Jacqueline s'est levée aussi. Tu détruis cette famille. Pourquoi? Une sorte de malentendu? Je me suis arrêté à l'embrasure de la porte de la salle à manger. Je ne me suis pas retourné. Je ne détruis rien. Je protège ce que j'ai construit contre des gens qui me voyaient comme une ressource, pas comme un père. J'ai marché dans le couloir jusqu'à mon bureau, j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée. Derrière moi, les voix ont éclaté. Jacqueline qui criait. Les protestations défensives de Samuel. Wendy qui pleurait. Les jurons colériques de Benjamin. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un email de Mackenzie envoyé il y a 1 heure. Document de la fiducie prêt pour la signature finale. Pouvez-vous passer demain matin? J'ai répondu, 9 heures. De la salle à manger, la dispute continuait. Jacqueline exigeant que je sorte. Benjamin menaçant de défoncer la porte. Menace vide. Les sanglots de Wendy portaient dans le couloir. Ils pouvaient se disputer toute la nuit. Ça ne changerait rien. Les photos étaient sur la table. La vérité était dite. La fiducie était presque terminée. 15 jours avant que Wendy et Benjamin ne quittent ma maison. Quel que soit le temps qu'il faudrait pour que le mariage frauduleux de Jacqueline et Samuel s'effondre de lui-même. J'avais passé 2 semaines à les regarder manipuler, comploter, se coordonner, à les regarder traiter ma maison comme leur terrain de jeu et mon portefeuille comme leur propriété. Maintenant, ils savaient que je les avais observés en retour, et j'avais déjà gagné. Bureau de Mackenzie à 9 heures le lendemain matin. Jennifer Chan était déjà là, une spécialiste en planification successorale qu'il avait fait venir pour finaliser la fiducie. Monsieur Reynolds, elle m'a serré la main. La cinquantaine, professionnelle, efficace. Des papiers étalés sur la table de conférence comme une forteresse juridique. Tout est prêt pour votre signature. Je me suis assis et j'ai commencé à signer. Page après page, initiale ici, signature complète là, transfert de la résidence principale, des intérêts commerciaux, des comptes bancaires, des portefeuilles d'investissement, tout se déplaçant dans la structure de la fiducie irrévocable.
Ceci transfère votre maison à la gestion de la fiducie, a expliqué Jennifer. À votre décès, la distribution suit ses instructions. Exigence légale minimale à la famille immédiate. Le reste aux œuvres de bienfaisance que vous avez sélectionnées. Et mes filles ne peuvent pas contester cela. Elles peuvent essayer. Sa voix était certaine. Mais les fiducies irrévocables sont extrêmement difficiles à renverser. C'est aussi protégé que des actifs peuvent l'être. J'ai signé la dernière page. Fait. 40 ans de travail. Protégé. Je suis rentré chez moi en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Les 13 jours suivants sont devenus une masterclass en guerre psychologique. Jour 2, j'ai trouvé ma cafetière brisée sur le sol de la cuisine. Benjamin se prélassait à table. Journal étalé devant lui. Oh, ça, il a haussé les épaules. Ça m'a glissé des mains ce matin. Les accidents, ça arrive. J'ai balayé le verre sans commentaire. 11 jours, ai-je dit, en jetant les morceaux à la poubelle. Jour 4. J'ai entendu Wendy parler à Madame Patterson par-dessus la clôture du jardin. Notre voisine. J'ai observé depuis la fenêtre. Wendy s'essuyait les yeux avec un mouchoir, geste dramatique. Il nous met à la porte sans nulle part où aller. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Madame Patterson avait l'air mal à l'aise. Je suis sûr que vous et votre père allez arranger les choses, ma chère. Je ne sais pas. Il a changé. C'est comme s'il n'était plus la même personne. Je me suis détourné de la fenêtre. Laissez-la faire son spectacle pour les voisins. Ça ne changeait rien. Jour 7. Jacqueline est arrivée avec une femme portant un porte-bloc. Papa, voici le docteur Morrison. C'est une psychologue. On a pensé que ça pourrait t'aider de parler. Je suis resté debout, les bras croisés. Je n'ai accepté aucune conversation. La femme a souri professionnellement. Monsieur Reynolds, votre fille s'inquiète des changements de comportement récents. Des décisions soudaines, couper les ponts avec la famille. Cela peut parfois indiquer des problèmes sous-jacents qui... Arrêtez. J'ai regardé Jacqueline. Dehors, toutes les deux, maintenant. Papa, elle essaie d'aider. Si seulement tu écoutais. C'est ma maison. Vous partez. Elles sont parties. Jour 10. Je suis rentré du magasin pour trouver la porte de mon bureau légèrement entr'ouverte. Je la fermais toujours complètement. Sur mon bureau, les documents de la fiducie étaient exactement là où je les avais laissés. Presque exactement. Le coin était plié différemment. Quelqu'un les avait parcourus. Ce soir-là, Wendy était plus silencieuse que d'habitude. Benjamin n'arrêtait pas de la regarder. Il savait maintenant. Il savait vraiment. La fiducie était réelle. L'argent était parti. Jour 12. Wendy a frappé à la porte de mon bureau. L'après-midi. Benjamin n'était pas avec elle. Papa, on peut parler? Juste nous deux. J'ai fait un geste vers la chaise. Elle s'est assise, un mouchoir déjà à la main, les yeux rouges. J'ai réfléchi à tout. Tu avais raison à propos de Ben, sur la façon dont nous avons vécu. Il n'est pas une bonne influence pour moi. Je le vois maintenant. J'ai attendu. J'ai fait de terribles erreurs. Je te demande, je te supplie de me pardonner. Une autre chance. Je pourrais changer. Je pourrais être la fille que tu mérites. La performance était impeccable. Voix tremblante, posture vulnérable, penchée en avant. Toutes les techniques de manipulation de son arsenal. J'ai laissé le silence s'étirer. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Si tu avais vraiment réalisé tes erreurs, Wendy, tu ne serais pas venu ici demander le pardon comme une transaction. Tu serais venu sans rien attendre en retour. Mais tu demandes la maison, de l'argent, que je change d'avis sur la fiducie. Non, je veux juste. Tu veux que je croie que Benjamin t'a corrompu, que tu es une victime. Mais je vous ai entendu au téléphone avec Jacqueline planifier ça. Vous riez, toutes les deux, de me manipuler. Son visage a changé. Les larmes se sont arrêtées. La voix est devenue dure. Très bien. Très bien. Tu veux être seul? Sois seul.
Mais ne t'attends pas à ce qu'on se soucie de ce qui t'arrive. Je ne me suis pas levé, je n'ai pas réagi. 8 jours, Wendy, commence à faire tes bagages. Elle s'est retournée et est sortie. La porte a claqué assez fort pour faire trembler le cadre. À travers le plafond, je l'ai entendu marteler les escaliers. La voix de Benjamin qui questionnait. Puis la réponse en colère de Wendy, des mots étouffés, mais le ton clair. Elle lui disait que ça n'avait pas marché, que je ne céderais pas, qu'il devait réellement trouver un appartement. La réalité qui finissait par percer. J'ai sorti mon calendrier. 8 jours avant la date limite d'expulsion. Mackenzie avait déjà pris des dispositions avec le shérif s'il refusait de partir volontairement. Mon téléphone affichait un texto de Jacqueline. J'espère que tu es heureux. Tu as détruit cette famille. Je l'ai supprimé sans répondre. Le document de la fiducie était dans le tiroir de mon bureau, signé, notarié, classé. Chaque actif que j'avais passé 40 ans à construire, protégé. La maison était à moi. L'entreprise était en sécurité. Mon testament reflétait mes choix, pas leurs attentes. 8 jours de plus de leur présence. 8 jours de plus de guerre psychologique. Je ne ressentais plus rien. Puis le silence, l'espace, la paix. Pour la première fois en 4 ans, j'allais retrouver ma maison. Pour la première fois depuis des mois, j'allais retrouver ma vie. Le 30e jour. Je me suis garé dans mon allée à 10 heures ce matin-là. Le véhicule du shérif est arrivé 30 secondes derrière moi. La voiture de Mackenzie a suivi. Nous avions coordonné cela, officiel, légal, pas de place pour la discussion. L'adjoint Martinez est sorti. La quarantaine, expérimenté, professionnel. Nous avions parlé au téléphone 2 fois. Il connaissait la situation. Monsieur Reynolds, il m'a serré la main. Faisons ça. Mackenzie nous a rejoints, sa mallette à la main. Tout est en ordre. L'avis d'expulsion a été correctement signifié. Les 30 jours se sont écoulés. Ils sont officiellement en situation d'intrusion maintenant. Nous avons marché ensemble jusqu'à ma porte d'entrée, ma maison, ma propriété. Mais j'ai quand même frappé. 3 coups fermes. Silence. Puis la voix étouffée de Benjamin, allez-vous-en. Vous ne pouvez pas faire ça. Martinez s'est avancé, la main posée sur sa ceinture de service. Monsieur, c'est l'adjoint Martinez du bureau du shérif du comté de Maricopa. Je suis ici pour faire appliquer un ordre d'expulsion légale. Ouvrez la porte maintenant ou je serai forcé de l'ouvrir moi-même. Cela devient une intrusion criminelle. C'est votre choix. Une longue pause. Une discussion chuchotée à l'intérieur. Puis la porte s'est entr'ouverte. Le visage de Wendy est apparu. Yeux rouges. Expression de défi essayant de masquer la panique. Martinez a poussé la porte plus largement. Est entré professionnellement. Mackenzie et moi avons suivi. Le salon ressemblait à une zone de guerre. Des vêtements éparpillés partout. Des boîtes de pizza empilées sur ma table basse. Des canettes de bière. Le chaos. Mais pas de carton de déménagement. Rien de prêt. Vous n'aviez pas l'intention de partir, n'est-ce pas? Martinez a inspecté la pièce, prenant des notes. Très bien, vous avez 2 heures pour récupérer vos effets personnels. C'est-à-dire les vêtements, les objets personnels, pas de meubles, pas d'accessoires. Le compte à rebours commence maintenant. 2 heures? La voix de Wendy est montée dans les aigus. C'est impossible. Vous avez eu 30 jours, madame. 2 heures, c'est généreux. Benjamin est apparu de la cuisine, mal rasé, en colère. C'est insensé. Nous avons des droits. La voix de Mackenzie a tranché. Vous n'avez aucun droit sur cette propriété. Pas de bail, pas de contrat de location, pas de titre de propriété. C'est le dernier jour. Benjamin m'a regardé. Tu fais vraiment ça? À ta propre fille. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Martinez a vérifié son téléphone. 2 heures à partir de maintenant. Ce qui a suivi a été un chaos au ralenti. Wendy fourrant frénétiquement des vêtements dans des sacs poubelles, pleurant par intermittence. Benjamin jetant des choses dans un sac de sport avec des mouvements agressifs,
marmonnant des jurons sous son souffle. Après tout ce qu'on a fait pour lui, a dit Benjamin assez fort pour que je l'entende. Vivre seul dans cette immense baraque comme un avare. La voix de Martinez s'est faite plus sèche. Monsieur, c'est la propriété de Monsieur Reynolds. Je vous suggère de vous concentrer sur vos bagages et de garder vos commentaires pour vous. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, j'ai regardé, je n'ai pas aidé, je n'ai pas parlé, j'ai simplement été le témoin de leur démantèlement de leur résidence non autorisée, morceau par morceau. Wendy a essayé de croiser mon regard à plusieurs reprises. Le manuel de la manipulation était toujours ouvert, mais j'avais mémorisé chaque page, je connaissais chaque astuce, je ne tombais dans aucun piège. 2 heures plus tard, ils ont porté les derniers sacs jusqu'à leur voiture. Une vieille berline, cabossée, déjà en difficulté financière. À la voiture, Wendy s'est retournée. Dernière tentative. Tu le regretteras. Quand tu seras seul et que tu auras besoin d'aide, ne viens pas pleurer chez nous. J'ai rencontré ses yeux, calmes, certains. Je ne le ferai pas, ils sont partis, la voiture de Wendy disparaissant dans la rue, emportant avec elle leur présence, leurs exigences, leurs manipulations. Je suis resté sur le seuil de ma porte, ma maison, vraiment la mienne, pour la première fois en 4 ans. Martinez m'a remis des papiers. Ils sont officiellement partis. S'ils reviennent sans permission, appelez immédiatement. C'est une intrusion criminelle. Merci, adjoint. Mackenzie m'a serré la main. Bien joué, Horus. La plupart des gens cèdent avant ce stade. Vous avez tenu bon. Après leur départ, j'ai traversé la maison lentement. Le salon où Benjamin s'était vautré. La cuisine où Wendy avait exigé de l'argent. L'étage, où ils avaient occupé la chambre d'amis comme des rois permanents. Vide maintenant. Tout. À moi. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Jacqueline. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité l'a emporté. Oui. J'espère que tu es satisfait. Sa voix était de glace. Tu as détruit cette famille. Tout ce que nous avions. Est-ce que ça en valait la peine? J'ai regardé la photo de famille sur l'étagère. Une vieille photo, une autre époque, d'autres personnes. Je n'ai pas détruit la famille, Jacqueline. J'ai arrêté de la laisser me détruire. Silence. Puis sa voix s'est légèrement brisée. Tu as changé. Je ne sais même plus qui tu es. Je suis la même personne. J'ai juste arrêté de prétendre que je ne remarquais pas qu'on se servait de moi. On verra combien de temps tu tiendras seul. Tu auras besoin de nous un jour ou l'autre. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone. 3 jours plus tard, il a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Samuel. Je l'ai lu, debout dans ma cuisine. Horus, j'ai vu les photos. Je sais que tu sais. Écoute, Jackie était aussi au courant de ma relation. Tout ce mariage était un arrangement. On divorce de toute façon. Je te demande de ne pas t'en mêler. Je peux faire en sorte que ça vaille la peine pour toi. 10 000 $ pour laisser ça se dérouler tranquillement. Je l'ai lu une fois, je l'ai supprimé, j'ai bloqué le numéro. Jacqueline avait été au courant de la liaison depuis le début. Le mariage entier était une arnaque des deux côtés. Ils l'avaient orchestré ensemble, collecté l'argent, prévu de le partager, et maintenant Samuel voulait me payer pour que je me taise. 10 000 $ pour laisser leur divorce frauduleux se dérouler sans accroc. J'ai regardé mon salon, les meubles que j'avais choisis, le silence que j'avais gagné, l'espace que j'avais reconquis. Il y a 4 ans, j'avais ouvert ma porte à Wendy et Benjamin temporairement. Je les avais laissés prendre le contrôle de ma maison, de ma paix, de ma vie. J'avais payé pour un mariage qui était une transaction commerciale, signé des chèques qui finançaient des combines, cru que j'aidais ma famille alors que je finançais ma propre exploitation. Maintenant, la maison était vide, à part moi. Wendy et Benjamin étaient partis. Jacqueline avait coupé le contact. Samuel envoyait des pots de vin désespérés que je ne daignerais pas honorer d'une réponse. Je suis allé à la fenêtre. Le soleil se couchait sur Paradise Valley, peignant le désert en or. Ma maison, ma vie, mes choix. Ils pensaient avoir gagné quand ils avaient emménagé. Quand ils manipulaient, quand ils complotaient. Ils avaient tort. Fin août. Je suis assis sur ma terrasse avec mon café du matin,
regardant le soleil grimper sur Paradise Valley. L'air est déjà chaud. Mais ici, sur le flanc de la colline, une brise le rend supportable. Calme. Complètement calme, à l'exception des oiseaux et du bourdonnement lointain de la ville en contrebas. 3 semaines depuis l'expulsion. 3 semaines à vivre seul dans ma maison. Ma vraie maison, pas un bâtiment que je partageais avec des locataires pleins de ressentiments qui m'appelaient papa. La cafetière fonctionne. Benjamin avait brisé l'ancienne dans un accès de rage passive-agressive. Je l'avais remplacé le lendemain de leur départ. Petite chose, mais ça comptait. Tout fonctionnait maintenant. La télécommande de la télévision restait là où je la posais. Mon fauteuil dans le salon ne contenait que moi. Le réfrigérateur contenait la nourriture que j'avais achetée, que je mangeais à mon propre rythme sans que quelqu'un exige que je paie ses courses. Des choses simples, des choses révolutionnaires. Wendy a appelé 2 fois cette semaine. J'ai laissé les 2 appels aller sur la messagerie vocale, j'ai supprimé les messages sans les écouter. Elle et Benjamin avaient trouvé un appartement bon marché en périphérie. Benjamin avait un travail régulier. Il se débrouillait. Sans mon argent, sans ma maison. Bien. Jacqueline avait aussi appelé une fois, il y a 2 semaines, pour demander de l'argent. J'ai besoin d'aide pour un acompte après le divorce. Juste 20 000 $. Tu es mon père. J'avais dit un seul mot. Non. Puis j'avais raccroché. Pas d'explication, pas de culpabilité, juste une limite. Elle et Samuel avaient divorcé comme prévu. Le tribunal avait démêlé la situation de leur cadeau de mariage. Tous 2 ont perdu de l'argent en avocat. Justice ironique. Ils avaient comploté pour collecter de l'argent liquide, et avaient fini par le dépenser en frais de justice pour diviser ce qui restait. Le facteur est arrivé en milieu de matinée. J'ai récupéré le courrier, je l'ai ramené sur la terrasse. Une enveloppe du cabinet de Mackenzie. Papier épais. Je l'ai ouverte avec mon coupe-papier. Documents finaux de la fiducie. Tous déposés, tous sécurisés. Monsieur Reynolds, commençait la lettre. Tous les documents de la fiducie ont été finalisés et déposés auprès de l'État. Vos intérêts commerciaux ont été transférés à la gestion de la fiducie. Les instructions de distribution de la succession sont sécurisées. Vous gardez le plein contrôle de votre vivant avec une protection à toute épreuve par la suite. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai mise de côté. Terminé. Forteresse juridique construite. Patrimoine protégé. Vie reconquise. Mon téléphone était posé sur la table à côté du livre d'apprentissage de la guitare sur lequel je travaillais. Mercredi, j'avais ma 3e leçon. J'avais toujours voulu jouer. 40 ans à me dire, un jour, quand j'aurai le temps. J'avais le temps maintenant. Vendredi, je faisais du bénévolat au centre pour personnes âgées, effectuant des réparations. Mon expertise en quincaillerie était utile, aidant des gens qui en avaient besoin, qui l'appréciaient, qui ne l'exigeaient pas comme un droit acquis. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, puis je l'ai fait. Ici Horus. Monsieur Reynolds. Une voix de femme familière. C'est Caroline Tornon, la photographe du mariage de votre fille. J'espère que je ne vous dérange pas en appelant. J'ai pensé à vous, je me demandais comment les choses s'étaient terminées. Caroline, la femme qui m'avait montré la vérité. Caroline, non, vous ne me dérangez pas du tout. En fait, je suis content que vous ayez appelé. Soulagement dans sa voix. Je n'étais pas sûr si je devais le faire. Ce jour-là dans mon studio à vous montrer ces photos, j'y ai pensé tellement de fois. J'espère que j'ai fait ce qu'il fallait. Vous l'avez fait. Vous l'avez absolument fait. Ces photos ont tout changé. Vous m'avez donné la vérité quand tout le monde me nourrissait de mensonges. Et comment vont les choses maintenant, si vous me permettez de demander? J'ai regardé la vallée, la lumière du matin, la paix. Les choses vont bien, Caroline. Pour la première fois depuis très longtemps, peut-être des années, les choses vont vraiment bien. Je suis si heureuse de l'entendre. Vous méritez la paix. Je me suis surpris. Aimeriez-vous prendre un café un de ces jours? J'aimerais vous remercier correctement et honnêtement, ce serait juste agréable de parler. Elle souriait. Je pouvais l'entendre. J'aimerais beaucoup.
Que diriez-vous de la semaine prochaine? La semaine prochaine, c'est parfait. Après avoir raccroché, je suis resté sur la terrasse. Café avec Caroline la semaine prochaine. Une leçon de guitare mercredi. Bénévolat au centre pour personnes âgées vendredi. Inspection de l'entreprise jeudi. Une vie, une routine construite autour de ce que je voulais, pas de ce que les autres exigeaient. J'ai pensé au parcours, à l'appel de la photographe qui a brisé mes illusions, aux preuves, à la conversation surprise, aux consultations avec l'avocat, à l'avis d'expulsion, au dîner de famille où j'avais tout mis à nu, au dernier jour de guerre psychologique, au shérif à ma porte, chaque étape nécessaire, chaque limite essentielle. Mes filles pensaient que j'avais détruit la famille, que j'avais choisi la solitude plutôt que l'amour. Elles avaient tort. Je m'étais choisi moi-même plutôt que leur version de l'amour qui ressemblait étrangement à du vol. J'avais choisi la paix plutôt que l'obligation. J'avais choisi la vérité plutôt que des mensonges confortables. Le soleil est monté plus haut, réchauffant la terrasse. J'ai fini mon café. À l'intérieur, la guitare attendait. Une vie attendait. Un avenir construit sur des fondations honnêtes, pas sur des sables mouvants manipulateurs. Wendy rappellerait. Je le laisserai aller sur la messagerie vocale à nouveau. Benjamin pourrait envoyer un texto. Je le supprimerai. Jacqueline pourrait exiger. Je refuserai. Ils apprenaient à résoudre leurs propres problèmes. J'apprenais à les laisser faire. Les documents de la fiducie étaient sur mon bureau à l'intérieur. Chaque actif protégé. Chaque décision mienne. Je me suis levé et je suis allé à la balustrade de la terrasse. J'ai regardé Paradise Valley. Ma maison, ma vue, ma paix. Seul, oui, mais libre. Et pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de ma vie, c'était exactement ce que je voulais. Le prochain chapitre était à moi de l'écrire. Café avec quelqu'un qui ne voulait rien d'autre que la conversation. Musique de guitare faite pour mon propre plaisir. Réparation faite parce que j'ai choisi d'aider, pas parce que quelqu'un l'exigeait. Une vie vécue selon mes propres termes. La justice n'était pas la vengeance. C'était la protection. C'était des limites. C'était dire non quand non était la seule réponse saine. Je m'étais sauvé. Et ça valait tout. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.